Salut, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la deuxième guerre punique. On s'était arrêté en moins 216 avec la défaite de Cannes, défaite du côté romain, énorme victoire pour les Carthaginois. On va d'abord parler des conséquences de cette bataille de Cannes, et puis ensuite on va avancer dans l'histoire pendant presque 9 ans, jusqu'à arriver en moins 207, et on gardera la dernière partie pour notre troisième vidéo. Alors on va commencer du côté romain. Du côté romain, après la défaite de Cannes, il faut prendre des grandes mesures. On va d'abord commencer par nommer un nouveau dictateur, parce que, en partie, sur les deux consuls qui étaient en fonction jusqu'à présent, il y en a un, Paul-Émile, qui est mort, il y en a un autre qui a été en fuite. Alors, on l'estime, Varron, responsable de la défaite de Cannes en partie, puisque c'est lui qui avait décidé du lieu et du moment de l'assaut. Simplement, à ce moment-là, on comprend à Rome que ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'union sacrée. Donc on va pas trop s'en prendre à lui. On va faire comme si on était très heureux de le revoir et de voir que, au moins, à l'instar de quelques milliers, vraiment très peu de soldats, il a réussi à s'en sortir. Et donc, on va surtout prendre des mesures pour rétablir la situation. Ça passe tout d'abord par reconstituer une armée. Alors pour ça, plusieurs mesures vont être prises. La première, ça va être d'abaisser l'âge de la conscription, c'est-à-dire l'âge auquel on enrôlait les soldats, de 20 à 17 ans. Et puis aussi, on va faire une mesure, l'État va s'endetter très lourdement auprès de particuliers pour pouvoir trouver des fonds pour en fait racheter des prisonniers auxquels l'État va garantir leur liberté pour les faire intégrer l'armée romaine. Grâce à ça, on va réussir à lever, on va dire une vingtaine de légions, soit quelques 100 000 hommes. Alors ça va prendre beaucoup de temps, dans l'urgence. On va d'abord trouver quelques milliers d'hommes pour pallier au plus pressé, c'est-à-dire défendre Rome. On ne va pas s'en tenir au registre militaire, on va aussi faire des choses sur le plan religieux, évidemment. Notamment, alors, il y a des choses chez les Romains qui sont très superstitieux, qui tout de suite sont prises pour des messages des dieux. Donc bien sûr, cette défaite de Cannes, pour eux, c'est un signal que les dieux sont mécontents. Il y a aussi le fait qu'une Vestale, cette année-là, avait été accusée d'impiété, c'est-à-dire qu'elle avait manqué à ses vœux de rester vierge, et donc elle va finir emmurée vivante. Tout ça montre que la situation va très très mal. Donc on va consulter les livres sibyllins, les livres qui avaient été acquis à l'époque de la royauté et dans lesquels il y a le contenu de toute la religion romaine et de tout ce qu'il faut faire pour conjurer les mauvais présages et les mauvaises actions. Et donc, dans ces livres sibyllins, on va vraisemblablement trouver que face à un cataclysme comme celui-ci, eh bien, ce qu'il convient de faire, c'est de procéder à un sacrifice humain, ce qui est totalement contraire à la religion romaine. On va donc enterrer au Forum Boarium, là où se passaient les ventes de bœufs, on va enterrer vivant un Gaulois, une Gauloise, un Grec, une Grecque, et on va estimer que ça va faire plaisir aux dieux. Bref, ce sont des choses assez étranges pour nous, mais il faut se replacer dans le contexte et dans la mentalité romaine où finalement tout est un message des dieux, tout dépend de la volonté des dieux, et donc il faut faire ce qu'il faut parfois, les mesures les plus impopulaires et les plus graves, pour se concilier à nouveau ses faveurs. Bref, donc ça c'est du côté romain. Du côté carthaginois, on ne va pas rester immobile et inactif pour ce qui est d'Hannibal. Pas immobile, c'est-à-dire que Hannibal, à ce moment-là, a quasiment la guerre gagnée. On imagine que s'il avait marché sur Rome à ce moment-là, Rome aurait été dans un péril tel qu'il n'a jamais connu. Simplement, c'est pas le choix que va faire Hannibal. Pour quelle raison? On le sait pas. On peut se poser la question. L'une des explications les plus couramment données, c'est le fait que son armée a lui aussi est épuisée. Il a mené coup sur coup en 2 ans énormément de batailles qu'il a toutes remportées, ou presque, il y a quelques batailles mineures qu'il a perdues, mais on peut imaginer que ces soldats, après déjà une longue route depuis l'Hispanie, puis tous ces combats, sont aussi épuisés. Il va donc procéder à une tactique qui est celle dont j'avais déjà un petit peu parlé dans la première vidéo, à savoir couper Rome de tous ses alliés. Pour ça, il va rester dans le sud de l'Italie. Il va envoyer des émissaires dans toutes les grandes cités en leur disant ouvrez-nous vos portes, sans quoi on va mettre un siège, et puis une fois qu'on aura pris la ville, on en sera maître et on en fera ce qu'on voudra, on pillera, on tuera, etc. Un certain nombre de cités vont accepter ce chantage et vont ouvrir leurs portes à Hannibal. D'autant qu'il y a des partisans d'Hannibal, des gens qui à ce moment-là n'étaient pas encore totalement romanisés et qui voient d'un bon œil le fait que quelqu'un vienne de l'extérieur pour repousser Hannibal.
Ça va être le cas de la deuxième plus grande ville d'Italie qui s'appelle à ce moment-là Capoue, qui se trouve en Campanie, la région dans laquelle on trouve actuellement la ville de Naples. Cette ville de Capoue va donc ouvrir grand ses portes à Hannibal pour l'hiver et Hannibal va choisir de s'y installer. Et c'est là que peut-être Hannibal va déjà perdre la guerre. Il va s'enfoncer dans ce qu'on appelle les délices de Capoue, c'est-à-dire que la vie à Capoue est une vie agréable, douceur du climat, nourriture assez abondante pour une cité du sud de l'Italie, on est proche de la mer, on estime à ce moment-là qu'il peut recevoir des ravitaillements, peut-être pas encore des secours parce que Rome continue à tenir la mer Méditerranée. On est relativement proche également de la Sicile, où, on va en reparler, les combats repartent à ce moment-là également, et donc Hannibal choisit de s'installer là parce que c'est un bon centre d'opération pour la suite. Ce qui va être totalement contre-productif puisqu'il va y rester assez longtemps, en tout cas peut-être pas à Capoue mais dans le sud de l'Italie, et finalement en ne menant que des petits combats et plus véritablement des grandes batailles comme ça avait été le cas jusqu'à présent, eh bien il va y avoir une sorte de lassitude, une sorte de fatigue chez Hannibal et chez ses soldats, qui fait qu'ils ne vont plus remporter autant de batailles qu'auparavant. Cette lassitude, elle est d'ailleurs encouragée par les Romains qui choisissent, comme ils l'avaient fait auparavant sous l'impulsion de Fabius Maximus Cunctator, de temporiser et de ne pas s'attaquer aux Carthaginois frontalement, et donc de différer encore une fois cet affrontement. Voilà, ça c'est la situation telle qu'elle est en Italie. Mais les suites de cette guerre vont nous transporter un petit peu partout ailleurs, autour de la Méditerranée, même on pourrait dire autour de ce qui était jusque-là le monde connu par les auteurs qui nous racontent cette guerre. En fait, la deuxième guerre punique s'apparente à ce moment-là, du point de vue des auteurs romains ou grecs, à une véritable guerre mondiale, le monde tel que l'imaginait à l'époque, puisque toutes les rives de la Méditerranée vont être plus ou moins concernées par cette guerre. En Afrique, cette fois, Hannibal envoie d'abord son frère Magon pour déjà leur faire part de toutes les victoires qu'il a remportées et ensuite pour leur demander une petite rallonge en hommes, en vivres, en argent, etc. Ça va pas très bien marcher parce que à ce moment-là, à Carthage, il y a un parti qui est un petit peu opposé à la famille des Barca, la famille d'Hannibal et de Magon, qui s'appelle les Hanons, qui sont plutôt des marchands, en tout cas plus des marchands que des soldats comme peuvent l'être les Barca. Les Hanons ne veulent pas non plus que les Barca, et Hannibal évidemment, ait trop de prestige à l'issue de cette victoire. Voilà pourquoi les Hanons vont décider d'envoyer Magon avec des troupes de réserve, oui, mais pas Hannibal, à Hasdrubal en Hispanie, en Ibérie. Ce qui va gêner considérablement Hannibal qui comptait sur ses nouvelles troupes pour pouvoir conquérir une bonne fois pour toutes le sud de l'Italie. Il va se contenter donc de rester dans ce sud de l'Italie et petit à petit d'essayer de détourner les cités de cette région de leur alliance avec Rome. En Afrique également, il faut parler du fait que chacun des deux camps, Rome et Carthage, va essayer de se trouver des alliés. D'abord, les Romains se disent que ce serait pas une mauvaise idée d'avoir des alliés, des forces qui leur soient fidèles, qui puissent menacer Carthage sur leur propre continent. Pour ça, ils vont profiter d'une situation qui est assez tendue dans le royaume qui se trouve juste à l'ouest de Carthage, qui est le royaume de Numidie. À ce moment-là, ce royaume, il est partagé entre deux grands peuples, dont l'un est gouverné par un roi qui s'appelle Syphax, Syphax qui cherche à se soulever contre le roi de l'autre partie, qui se trouve elle plus à l'est, et qui est gouvernée par un roi qui s'appelle Gaïa. Bonjour Gaïa. Et du coup, ce roi qui s'appelle Gaïa va rentrer en guerre contre Syphax parce que Syphax, avec l'appui des Romains, se retrouve avec des forces militaires assez importantes qui lui permettraient, s'il gagne contre son adversaire, ensuite d'inquiéter Carthage. Voilà pourquoi Carthage va passer une alliance avec le roi Gaïa contre donc le roi Syphax. Si on regarde maintenant un petit peu plus à l'est et au nord-est, l'une des premières choses que va faire Hannibal quand il est un petit peu au repos forcé dans le sud de l'Italie, c'est d'envoyer des émissaires au roi de Macédoine, Philippe V, qui est un de ses alliés, on va dire, historiques, parce que ce Philippe V, Hannibal sait qu'il a des raisons d'en vouloir aux Romains, parce que les Romains, en étendant leur influence à l'est de l'Italie, dans des régions qu'on appelle la Dalmatie et l'Illyrie,
on va dire grosso modo correspondant aux pays actuellement de l'ancienne Yougoslavie, Slovénie, puis Croatie, Serbie, Bosnie, eh bien il empiète un petit peu sur des territoires qui, les siècles précédents, étaient plutôt sous influence grecque, donc macédonienne, puisque la Grèce a perdu, les cités grecques ont perdu leur indépendance le siècle précédent au profit du royaume macédonien, d'abord sous les coups d'un roi qui s'appelait Philippe II, puis de son fils Alexandre III, qu'on connaît mieux sous le nom d'Alexandre le Grand. Bref, Philippe V, qui est à ce moment-là au pouvoir en Macédoine, va être fidèle à son alliance avec Carthage et va déclarer la guerre à Rome, qui va donc avoir un nouveau foyer d'insurrection et donc un nouvel endroit sur lequel ils vont devoir envoyer des troupes. Ils vont pas forcément très bien s'en sortir et c'est pour ça qu'ils vont passer une alliance avec un royaume plus au sud de la Grèce, qu'on appelle la Ligue étolienne, de manière à ce que Philippe V soit occupé en Grèce et qu'il ne vienne pas embêter les Romains. Ça va être un semi-succès, enfin plutôt un semi-échec. On sera plus du côté de l'échec pour les Romains de ce côté-là, puisqu'ils vont être obligés de signer une paix à leur désavantage face à Philippe V en lui concédant une bonne partie de l'Illyrie qu'ils avaient conquis peu de temps auparavant. Ce qui est important à ce moment-là pour Rome, c'est surtout d'éviter de disperser leurs troupes et donc avoir un endroit de moins dont ils devront s'occuper. Parce que, complètement à l'ouest cette fois-ci, il y a l'Ibérie, qui est toujours un problème pour eux, puisqu'il y a toujours Hasdrubal, le frère d'Hannibal qui est là-bas, qui essaie toujours de faire des alliances avec des peuples espagnols, on va dire, même si le terme n'est pas approprié pour l'époque. Et les peuples qui ne réussissent pas à rallier à sa cause, eh bien, il les combat, et la plupart du temps, il réussit à les vaincre. Donc, côté romain, on envoie quelques légions là-bas, sous le commandement de Publius Cornelius Scipion, dont on avait parlé, celui qui avait perdu contre Hannibal la première bataille que celui-ci avait livrée sur le sol italien, à savoir la bataille du Tessin. Il est pour ça secondé par son frère, Gnaeus, et donc ces deux frères Scipion vont essayer de s'opposer aux troupes espagnoles, ce qui est d'un grand intérêt stratégique, puisque je vous rappelle que c'était la route menant de l'Ibérie jusqu'en Italie, qui était la route favorisée par les Carthaginois pour alimenter en armes et en troupes fraîches, on va dire, Hannibal qui est resté, lui, en Italie. On va combattre là-bas pendant encore pas mal de temps, jusqu'à ce qu'en moins 211, à quelques jours d'intervalle, lors de deux batailles successives, les deux frères, Publius dans un premier temps et Gnaeus dans un second temps, soient morts. À ce moment-là, à Rome, on comptait sur eux, on sait que ce sont des hommes de valeur, de grands stratèges, qui en plus avaient une connaissance parfaite du terrain. Le nom aussi de la gens Cornelia, de la famille dont ils font partie, est la sous-partie de la famille, les Scipions. C'est aussi une famille très honorable. Et donc, pour les remplacer, on va concéder quelque chose qui ne se faisait absolument pas dans les règles de la République romaine, c'est-à-dire qu'on va confier le commandement des légions et donc de la campagne d'Ibérie à quelqu'un qui, normalement, ne devrait pas en avoir les capacités. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop jeune pour ça. Il s'agit du fils de Publius Cornelius Scipion, qui s'appelle exactement comme lui, même praenomen, même nomen, même cognomen, donc Publius Cornelius Scipion, et qui est trop jeune pour ça, puisque au cours de sa carrière des honneurs, son cursus honorum, il n'a atteint que le rang d'édile. Or, quand on est édile, on ne peut pas avoir l'imperium, c'est-à-dire la capacité de conduire une armée, de commander à une armée. Simplement, à ce moment-là, Rome est dans une telle situation qu'elle ne peut pas faire la fine bouche sur les généraux qu'elle nomme, et puis, dans les textes, on nous dit aussi qu'il y a une faveur divine qui semble s'attacher à ce Publius Cornelius Scipion, puisque à la suite des obsèques qui sont faites à son père, eh bien, il prend la parole devant le peuple, sur le forum romain, et qu'à un moment, durant son discours, il y a une sorte d'auréole, une sorte d'aura, d'halo de lumière qui se forme autour de sa tête, montrant par là qu'il a la faveur des dieux, qu'il est désigné par les dieux, et donc les Romains acceptent de lui confier le commandement de ces armées en Ibérie, ce qui va être une excellente décision puisqu'il va non seulement rétablir la situation là-bas, il va permettre la prise de plusieurs cités, notamment la cité de Carthagène qui était la petite sœur, on va dire, de Carthage en Ibérie,
Et donc, à la suite de cette prise en moins 209, seulement un an après avoir été nommé au commandement de ces armées-là, il a déjà fait un grand pas vers la victoire et la pacification de l'Ibérie. Il lui faudra quand même 3 années de plus pour qu'il puisse définitivement l'emporter lors d'une bataille qui s'appelle la bataille d'Ilipa, dans le sud véritablement de l'Ibérie. Et à la suite de ça, il peut, en ayant le sentiment du devoir accompli, revenir à Rome pour la suite. Mais on va laisser ça en suspens pour l'instant. Il nous reste un dernier territoire dont on n'a pas encore parlé, qui est un territoire dont il a été déjà pas mal question lors de la première guerre punique, puisqu'il s'agit de la Sicile. En Sicile, l'ancien roi, celui qui gouvernait avec l'assentiment de Rome, est mort, et c'est son petit-fils Hieronymus qui va lui succéder. Or, ce Hieronymus, qui n'est pas très vieux, il n'a qu'une quinzaine d'années, a des conseillers qui sont plutôt du côté de Carthage et donc qui vont l'inciter à se rebeller contre l'autorité de Rome, ce qu'il va faire, alors pas pendant très longtemps puisque Hieronymus lui-même va mourir au bout de quelques semaines de combat, mais ses conseillers vont réussir à mettre la main sur la cité de Syracuse et donc de subir un siège de Rome, en ayant peut-être l'espoir que les Romains concentrant leurs troupes ici ne soient pas aussi vigilantes ailleurs, et notamment sur la mer, ce qui ne va pas forcément très bien fonctionner, puisque les Romains vont une nouvelle fois choisir l'homme adéquat pour cette situation, un général qui s'appelle Marcellus, et ce Marcellus va mettre le siège devant Syracuse, et va alors peiner pas mal, parce qu'il faut dire aussi, il faut citer un autre nom, alors qui appartient bien sûr à l'histoire, mais pas forcément à la grande histoire militaire. Il s'agit avant tout d'un scientifique, d'un génie de son époque, qui s'appelle Archimède, qui est connu pour la poussée d'Archimède. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, puisque j'ai pas les compétences en physique pour vous parler de ça. Mais un type extrêmement génial, et son génie était une bénédiction pour Syracuse, puisqu'on dit qu'il avait... alors on le dit, c'est sans doute en partie légendaire, il avait fabriqué des machines de guerre qui ont permis à Syracuse de subir ce siège pendant plusieurs mois sans se rendre. Alors, parmi ces machines, il y en aurait eu plusieurs qui seraient tournées vers la mer, une qui aurait été en fait un système de loupe qui aurait permis de concentrer les rayons du soleil pour brûler les navires qui passaient sur le rivage, et puis aussi une sorte d'énorme treuil avec un crochet qui permettait d'agripper les navires par le dessous, de les soulever sur plusieurs mètres, pour ensuite les relâcher et faire en sorte qu'ils se brisent en retombant dans la mer ou sur des écueils. Bref, il y a très peu de chance, la science actuelle s'est penchée sur de telles machineries, et il y a très peu de chances que ça ait été possible. Mais en tout cas, la légende reste là, et le prestige d'Archimède était tel que Marcellus, au moment où il sent que le siège de Syracuse est quasiment remporté, passe un mot d'ordre à ses troupes: vous faites ce que vous voulez, vous tuez, vous pillez, etc. Par contre, vous mettez la main sur Archimède, vous ne le tuez pas, vous me le ramenez, il peut être utile aussi à Rome. Bon, la légende, la petite histoire dit que Archimède, lorsque sa maison est envahie par un soldat romain, plutôt que de répondre à ses questions pour savoir quelle était son identité, l'aurait peut-être frappé, en tout cas insulté et chassé en disant: je suis occupé à des choses beaucoup plus importantes que ce que tu me dis, tu me déranges, va-t'en, bref. Et donc le soldat, perdant patience, l'aurait tué. Alors il est mort au cours de ce siège, c'est sûr. Archimède personnifiant aussi la figure du scientifique un petit peu lunaire, un petit peu distrait, c'est sans doute une exagération de l'histoire là aussi. Toujours est-il qu'en moins 212, la Sicile est elle aussi pacifiée, ce qui veut dire que sur tous ces foyers de guerre que Rome avait subis jusqu'à présent, lorsqu'on arrive en moins 209 environ, tout semble cette fois-ci tourner à leur avantage. La prise de Carthagène notamment est quelque chose d'extrêmement précieux pour eux, puisque ça coupe complètement Hannibal, qui reste une énorme menace pour l'Italie, des secours qu'il était en droit d'attendre. Simplement, la petite erreur que va faire Scipion en Ibérie, c'est qu'il ne va pas
pouvoir couper l'avancée des troupes d'Hasdrubal, qui, comprenant qu'en Ibérie c'est perdu, va marcher avec ses hommes, plusieurs milliers d'hommes, sans doute environ 20 000 hommes, vers l'Italie pour faire que ses troupes rejoignent celles de son frère et former une armée qui, en Italie même, serait à même de s'attaquer directement à Rome. Sentant le danger, les Romains vont donc s'empresser de réunir leurs troupes en Italie pour simplement empêcher la jonction de ces deux armées. Hannibal est resté dans le sud de l'Italie. Son frère Hasdrubal va essayer de contourner bien sûr Rome qu'il sait très bien défendu, en tout cas qu'il imagine très bien défendu. Il va donc passer dans l'est du pays où il sera intercepté par une force armée de plusieurs légions. Cette bataille va se livrer sur les bords d'un fleuve qui s'appelle le Métor, plutôt une rivière. Et sur les bords de ce Métor, en moins 207, eh bien, les Romains vont réussir à vaincre l'armée d'Hasdrubal, tuer énormément d'hommes, si bien que les quelques Carthaginois qui restent vont être en fuite, ne vont pas réussir à rallier les troupes d'Hannibal. En revanche, les Romains vont ajouter un petit peu de torture psychologique à Hannibal, qui donc n'aura pas les renforts escomptés, et en plus ils vont mettre la main sur le corps de son frère, le décapiter, et lui est jeté dans son camp, le camp qu'il occupe à ce moment-là dans le sud de l'Italie, sa tête, pour lui signifier qu'à partir de maintenant, la situation est perdue, qu'il ne doit pas espérer la moindre pitié de la part des Romains. Et Hannibal, à ce moment-là, malgré cette horreur qu'il est en train de vivre, la mort de son frère et quasiment l'anéantissement de ses derniers espoirs de la prise de Rome, eh bien, il n'y a rien qu'il puisse faire contre ça. On est donc là en moins 207, j'ai déjà un petit peu avancé, je vous ai parlé de ce qui se passe en Ibérie en moins 206 avec la victoire d'Ilipa et le retour de Publius Cornelius Scipion à Rome. On va donc s'arrêter là pour cette deuxième vidéo, histoire d'en garder un petit peu sous le pied pour la troisième, qui nous mènera donc de moins 206 à la fin de cette guerre. Et je vous dis au revoir pour aujourd'hui, à la prochaine, salut!